Je m'appelle professeur Oumar Djoum. Voilà. J'ai été professeur et directeur des études à l'École supérieure interafricaine d'électricité à Bingerville en Côte d'Ivoire. Donc l'un des 3 premiers professeurs et le premier directeur des études. Et puis aussi, j'ai eu comme étudiant certains des étudiants de la première promotion. Après, je suis venu à l'École polytechnique de Thiès, où j'ai eu des étudiants, n'est-ce pas? Voilà. Pour Bingerville, donc le directeur technique du barrage de l'OMVG était mon étudiant. Ici, à l'École polytechnique de Thiès, le directeur technique de l'agence de l'AGETIP était mon étudiant. Après, je suis allé refaire un autre doctorat à l'École polytechnique fële de Montréal. Foofu jàngale naa fa aussi. Waaw, am na koo xam ne kii jàngal naa fa benn jigéen. Waaw, j'ai donc une demoiselle qui est devenue une dame, d'ailleurs qui était la première noire à travailler à Bombardier Aviation, n'est-ce pas, à Saint-Laurent. Bombardier Aviation, qui saupoudrait pour tuer les insectes ici sur les champs. Et je dirais même dans le reste du monde. Pourquoi le reste du monde? Voici par exemple ma première conférence internationale à laquelle j'ai participé. C'est International Teletraffic Congress en 1991, n'est-ce pas, à Copenhague. L'Amérique du Nord n'était représentée que par 2 chercheurs ici. Donc, Oumar Djoum, c'est-à-dire moi-même parce que j'étais le chercheur principal, et mon co-directeur de thèse, et mon directeur de thèse, François Soumi. Le Canada, nous étions les représentants du Canada. Parce que là-bas, lorsque le doctorant publie, c'est son nom qu'on met d'abord, n'est-ce pas? Après, le nom de son co-directeur et de son directeur, ou l'inverse, n'est-ce pas? L'Amérique du Nord, était représentée par moi-même, parce qu'en fait, c'est moi qui étais le doctorant. C'était donc en 1991 à Copenhague, parce que j'avais trouvé une nouvelle méthode de dimensionnement de réseaux de télécommunications, n'est-ce pas, où la notion de qualité de service, n'est-ce pas, avait été complètement changée. Où j'ai donc apporté un nouveau concept. Parce que, de mon point de vue, un doctorat doit apporter un nouveau concept. Un doctorat, ce n'est pas, de mon point de vue, une compilation, une énumération ou une récitation. Si Vilfredo Pareto se réveillait aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les travaux, n'est-ce pas, qu'il a effectués, n'est-ce pas, qu'on considérerait comme un doctorat, peuvent se résumer en un concept, le coût marginal. N'est-ce pas? Le coût marginal. Et le coût marginal, c'est un concept, n'est-ce pas, qui est le concept de la dérivée. La dérivée première. Tout simplement, qu'on peut illustrer ici, c'est pour cela que j'ai apporté et que j'ai montré, n'est-ce pas, cet appareil que j'ai fait fabriquer, n'est-ce pas, où on peut voir, n'est-ce pas, de façon concrète, avec cette courbe telle qu'elle est fabriquée, que lorsque la dérivée première est nulle, n'est-ce pas, cela n'implique pas nécessairement qu'en ce point-là, lorsque la dérivée première est nulle en ce point-là,
cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait un maximum, n'est-ce pas, ou un minimum, n'est-ce pas? On le voit clairement ici. Donc, de ce point de vue-là, lorsque j'ai continué mes travaux, d'abord dans le cadre donc, de l'école polytechnique de Montréal, n'est-ce pas, avec le professeur François Soumi, dont vous pouvez regarder le palmarès, n'est-ce pas, et que je suis allé dans le cadre du partenariat université-entreprise. J'ai eu la chance, c'était la première fois que le Conseil national de la recherche du Canada, programme d'aide à la recherche industrielle, a accepté de financer, n'est-ce pas, le développement d'un logiciel venant d'algorithmes, venant d'une thèse de doctorat. Et il se trouve que lorsque donc, ce concept-là, je l'ai trouvé, ça c'était du temps des réseaux fixes. Quand les réseaux mobiles sont apparus, il se trouve qu'on pouvait l'adapter aux réseaux mobiles dans le cadre des réseaux du type donc Code Division Multiple Access ou UMTS, c'est-à-dire le type de réseau qu'utilise Expresso, n'est-ce pas? Ou en fait, ce qui correspond, n'est-ce pas? Donc, ce qui correspond à la contrainte principale, c'est-à-dire dans mon modèle, c'était la contrainte de budget, n'est-ce pas? Ce qui correspond donc à la contrainte de budget correspond dans une cellule de CDMA à la contrainte d'interférence maximale qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, dépasser. Voilà. Donc, pour ne pas trop m'étendre, donc nous étions les deux seuls représentants de l'Amérique du Nord, donc, donc qui étions des doctorats. Le deuxième, c'était Ali Zolfagari des États-Unis, n'est-ce pas? Ali Zolfagari des États-Unis, son nom a une résonance iranienne ou pakistanienne d'origine. Ensuite, j'ai continué donc ce travail-là avec le docteur Willibak Iversen. C'est lui qui m'avait invité, n'est-ce pas, de l'Université technique de Copenhague. Parce que l'International Teletraffic Congress, le télétrafic, c'est le triangle demande, capacité et qualité de service. Ce triangle-là reste toujours. D'ailleurs, quand les gens disent ici, ils le disent pourtant en Wolof, réseau Bidafadaou, n'est-ce pas? Il y a un problème de capacité, couverture, n'est-ce pas? Ils le disent ici instinctivement en Wolof. Donc, à ITC 91, j'avais été invité par donc, le docteur Willibak Iversen, auquel j'ai rendu donc, son invitation en 1997 à Abidjan, quand je travaillais à Prestige Telecom Canada. N'est-ce pas? Nous avions organisé, Prestige Telecom Canada avait organisé avec sa filiale Prestige Telecom Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et l'ISAPT, l'Institut supérieur africain de postes et de télécommunications, dirigé par le docteur Etibois Angui, le premier, n'est-ce pas, congrès, n'est-ce pas, d'ingénierie du télétrafic en Afrique. Le premier. Tous les autres sont venus après. Bon, tout ceci est inconnu, donc, mais entre les deux, entre 91 et 97, en 1991, à Copenhague, les Brésiliens étaient tellement intéressés par mes travaux qu'ils m'ont invité à Brasilia en 1993, Teletraffic Challenges for Developing Countries, à Brasilia en 1993. À l'époque, à Brasilia, celui qui était l'ambassadeur du Sénégal, c'est feu El Hadj Diouf, l'ancien procureur de la République, n'est-ce pas? Donc,
pour ce qui est de l'avant-dernière partie, parce que ça, ce n'est que l'avant-dernière partie. La dernière partie, c'est quand j'ai pris, en fait, ma retraite en 2008 pour revenir ici, donc revenir au Sénégal, où j'ai travaillé comme conseiller scientifique d'une université privée, donc l'IAM, qui a une école d'ingénieurs, le STD, qui avait une école d'ingénieurs qui est fermée à cause du Covid-19, le STD, l'école supérieure des techniques de Dakar, dont j'étais le conseiller scientifique du directeur. Le directeur était mon étudiant à l'école polytechnique de Thiès, parce que j'ai enseigné à l'école polytechnique de Thiès en 86 et 87. Mais avant cela, j'avais été professeur et directeur des études, n'est-ce pas? Et parmi ceux qui ont ouvert l'école supérieure interafricaine de l'électricité à Bingerville, dont la première promotion, n'est-ce pas, a eu son diplôme en 1985. Moi, j'étais retourné à Lausanne, n'est-ce pas, pour beaucoup de raisons. Et puis après, je suis revenu à l'école polytechnique de Thiès. Aujourd'hui, le directeur technique donc, de l'OMVG, Abdoulaye Kourou Diallo, était mon étudiant. Il y a encore des directeurs sur le plan technique, n'est-ce pas, sortant de la première promotion, qui sont donc à la Sénélec et qui étaient mes étudiants. Et le directeur général actuel donc, de la SNEL, la Société nationale d'électricité du Congo-Kinshasa, Kayombo Kayan, était mon étudiant. Les deux directeurs qui sont responsables, n'est-ce pas, de la gestion de l'interconnexion des réseaux de la CEDEAO, Apollinaire Kisiengi du Burkina Faso et Oumar Diaw du Sénégal, étaient mes étudiants à l'école supérieure interafricaine de l'électricité, donc à Bingerville, appartenant à la première promotion. Il y en a d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Ce qu'on appelle aujourd'hui la série S1, ça s'appelait mathématiques élémentaires. Nous étions donc les derniers à avoir passé ce bac-là. Les avant-derniers. Les derniers l'ont passé en 1967. Nous étions 1000 candidats à l'époque en 1966 pour tout le baccalauréat. Et nous étions 53 à avoir réussi la série S1. N'est-ce pas? La série Matelem. Donc, c'est en fait un système. Et là, nous allons venir à la pédagogie. C'est un système, n'est-ce pas, dont j'ai découvert les limites très tôt. Lorsque je suis allé à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, chez des francophones, mais des francophones qui cohabitent avec des germaniques, n'est-ce pas? Avec des germaniques. Donc avec le système anglo-saxon. C'est un système dans lequel, en fait, on ne comprend pas, n'est-ce pas? Le système que nous avons est un système dans lequel on ne comprend pas que l'intelligence, n'est-ce pas, c'est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a l'entendement lent, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas d'entendement. Ça veut dire qu'il a l'entendement plus lent que les autres. Donc, lorsque on explique, ou bien lorsque on expose, on doit exposer en fonction de celui
qui a l'entendement le plus lent. Ceci est tellement vrai que, par exemple, quand je prends le Québec, le Canada français, parce que dans le système du Québec, le système du Canada français, l'enseignant est évalué. L'enseignant est évalué et l'enseignement est évalué. L'enseignant est évalué. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui intéresse ceux qui l'écoutent, ce n'est pas tant de savoir quels sont les diplômes qu'il a eus, avec quelle mention il a eu, mais c'est de savoir s'ils comprennent ou pas ce qu'il dit. Donc l'enseignant est évalué et de façon anonyme. Et il y a un service psychopédagogique. Par exemple, la chaire de pédagogie et didactique de l'École polytechnique fédérale de Polytechnique fédérale de Lausanne a été formalisée en 1979. Et c'est un Québécois qui s'appelle Robert Talbot, n'est-ce pas, qui nous enseignait, n'est-ce pas, qui en fait formalisait ce que pratiquait déjà l'École polytechnique fédérale de Lausanne, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que, je ne le dis pas parce que j'étais l'un des moins bons de ma promotion. Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en Suisse, n'est-ce pas, la note que j'avais laissée, c'était sur 10 à l'époque. Ma moyenne au diplôme final, c'était 7,15 sur 10. C'était 14,3 sur 20. C'était donc la mention bien. Et quand j'ai eu mon doctorat de 3e cycle en France en mathématiques et économétrie en 1978, je l'ai eu avec la mention très bien, n'est-ce pas? Et donc, lorsque j'ai eu mon PhD, parce que le PhD, c'est le même doctorat partout ailleurs dans le monde. Il n'y a que la France qui a fini par réaliser qu'elle prenait du retard parce qu'elle avait un doctorat d'État, un doctorat de 3e cycle, un doctorat d'université, peut-être un doctorat de préfecture, n'est-ce pas? Et que nous avons copié, n'est-ce pas, ce type, je dirais, de doctorat paléo ou archéo, n'est-ce pas, je dirais, pédagogique en recherche. Parce que le temps que pendant 25 ans, vous sortiez des résultats dans votre doctorat d'État, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. D'ailleurs, quand je suis arrivé en France en 1975, le professeur Henri Guillemin, un Français de Lyon, venait de recevoir le prix Nobel, n'est-ce pas, de médecine. En France, n'est-ce pas, il ne pouvait pas percer parce qu'il avait, n'est-ce pas, d'autres idées que ceux qui le dirigeaient. Or, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Il est parti aux États-Unis. Quand il est arrivé là-bas avec ses idées, on lui a donné toutes les conditions. Il a eu le prix Nobel de médecine, le professeur Henri Guillemin. C'est facile à vérifier. Albert Einstein lui-même avait, quand il était, n'est-ce pas, à l'école secondaire, des professeurs qui, n'est-ce pas, avaient cette conception archéo-paléo-pédagogique. Il y a un qui lui disait « Vous n'arriverez jamais à rien ». N'est-ce pas? Ce livre, je peux vous le montrer avant que nous nous quittions. N'est-ce pas? Vous n'arriverez jamais à rien. Il y en a un autre qui lui disait « Quand je vous vois dans ma classe, c'est comme si… » N'est-ce pas? N'est-ce pas? Or, tout le monde connaît Einstein. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, donc de développer l'imagination, développer la créativité et de savoir que lorsqu'on dit que quelqu'un, même en français, a l'entendement lent, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas d'entendement. Dans le système, par exemple, québécois, qui est le même système
que le système qu'on a en Allemagne, qui est le même système qu'aux États-Unis, lorsque 100 personnes, n'est-ce pas, sont admises, n'est-ce pas, pour un diplôme ou pour, n'est-ce pas, un objectif, on se réjouit que 95 réussissent. Ce n'est pas l'inverse. On ne se réjouit pas que 95 échouent. N'est-ce pas? Parce que si 95 échouent, d'abord c'est un gâchis. C'est un gâchis du point de vue humain. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi ces 95 qui a une idée qui aurait pu changer le monde, comme le cas d'Einstein. D'ailleurs, Einstein avait un ami qui s'appelle Marcel Grossmann, qui a fini par se suicider d'ailleurs. Il disait toujours à Marcel Grossmann, toi qui es fort en maths là, moi je comprends les choses du point de vue physique. Toi tu vas les écrire, n'est-ce pas, en mathématiques. Toi tu vas écrire les équations mathématiques. C'est Albert Einstein, c'est Einstein qui disait ça. Donc il est temps qu'on se réveille. Et personnellement, donc c'est pour ça que moi j'ai toujours travaillé, n'est-ce pas, sur la question que vous m'avez posée du développement, de la culture, du développement, la relation entre le développement et la culture. Parce que je suis de la mouvance de Cheikh Anta Diop, dont votre université porte le nom. Et donc, l'acronyme donc, que j'avais trouvé, que j'avais créé, qui s'appelle CULTART, Culture, Artisanat, Recherche et Technologie. J'en ai parlé l'autre jour dans la première entrevue, n'est-ce pas? Où, en 1994, à Montréal, j'expliquais pourquoi en robotique, les Japonais étaient en avance sur les autres, n'est-ce pas? Parce que ce sont ils ont dit et ils ont compris que la robotique, ce n'est que la formalisation mathématique des poupées mécaniques japonaises du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Donc, donc, cet acronyme de CULTART, c'est lui que j'ai présenté en 2002 au deuxième congrès, n'est-ce pas, du SASNET, Sommet africain des sciences et nouvelles technologies, organisé par le professeur Cheikh Modibo Diarra. Le professeur Cheikh Modibo Diarra, dont vous avez ici la photo à la page 148 dans mon livre, n'est-ce pas, quand il m'a rendu visite à la maison en 1999, n'est-ce pas? Et aussi, je vous ai montré tout à l'heure, cet objet qui montre de façon directe que si f' de x est égal à 0, alors on n'a pas nécessairement, n'est-ce pas, un maximum ou un minimum. N'est-ce pas? Ceci est concret. Il y a aussi, et il a fallu que ce soit des Français, Pascal Reissé et François Pengo, n'est-ce pas, qui écrivent sur le jeu d'Awele, le jeu des semailles africaines, le Wuri, n'est-ce pas? Il montre ici que le jeu combinatoire le plus complexe au monde, plus complexe que le jeu de Go et le jeu d'échecs, c'est le jeu d'Awele, qu'on appelle Wuri ici. Wuri ici, que les Bambara appellent Wuri et que nous on appelle Wuré, et que donc en Côte d'Ivoire on appelle Awele. Mais pourquoi ne l'utilise-t-on pas dans l'enseignement de l'analyse combinatoire? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, il y a ces questions-là qu'il faut se poser. La question de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. Ça vient du mot latin intellego, n'est-ce pas? Lire à travers, intellego. Inter, lire, parce que moi j'ai fait 7 ans de latin au lycée. Intellego, c'est lire
entre, c'est la capacité de lire entre, intellego. Donc, il y a plusieurs formes d'intelligence, n'est-ce pas? Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a donc, ces formes d'intelligence ont été étudiées par le professeur Antonio Damasio, donc de l'université d'Iowa, donc à Des Moines, aux États-Unis. Alors, donc, l'intelligence même corporelle, et on m'avait posé des questions lors de notre dernière entrevue sur le football, même corporel. Existe, la danse est une forme d'intelligence corporelle, mais mieux que ça, puisque nous sommes à l'ère du football. La feinte de corps, parce que moi j'étais joueur de handball, j'ai été champion du Sénégal de handball en 1963. J'étais dans l'équipe qui était championne cadette, n'est-ce pas, de handball. Mais la feinte de corps, c'est un algorithme qu'on conçoit, n'est-ce pas, en temps réel, à une vitesse absolument, n'est-ce pas, absolument, je dirais, incroyable. Vous embarquez l'adversaire sur un côté, il croit que vous passez par ce côté-là. Il vous suit et puis vous changez de côté. C'est un algorithme. Donc, il faut qu'on comprenne la notion d'intelligence. Alors, sur donc, cet acronyme de Cultart, j'avais donné une conférence ici le 18 avril 2002 parce que je revenais de Nouakchott où le professeur Cheikh Modibo Diarra m'avait invité. Mais Walf Quotidien en avait rendu compte, Le Soleil en avait rendu compte, n'est-ce pas? Et Sud Quotidien en avait rendu compte. Le 18 avril 2002. Et en 2005, le professeur Cheikh Modibo Diarra m'avait invité, n'est-ce pas, à Brazzaville, n'est-ce pas, sur NTIC, culture et économie. N'est-ce pas? NTIC, culture et économie. Pourquoi est-ce que je parle, n'est-ce pas, de NTIC, culture et économie? C'est parce que quand nous sommes arrivés en 68 en Europe, les pays européens étaient déjà développés. On n'utilisait pas l'ordinateur. Les pays européens étaient déjà développés. N'est-ce pas? C'est en 71, quand j'étais en deuxième année, qu'on a commencé à utiliser l'ordinateur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne avec le Fortran 1. Ces pays étaient développés sur quelle base? Le travail, la solidarité et la discipline. Et ceci, quelle que soit la culture de ces pays, quelle que soit l'idéologie de ces pays. Et c'est quoi un pays qui est développé? C'est un pays qui est capable de loger ses habitants, de nourrir ses habitants, de soigner ses habitants et d'éduquer ses habitants. Et ceci est en relation avec la culture. La culture, donc, c'est donc composé par la langue, n'est-ce pas? Les mœurs, la langue, les mœurs, et donc la conscience historique. La langue, les mœurs et la conscience historique. Cette conscience historique. Dans cette langue-là, cette langue peut être écrite ou non. N'est-ce pas? La langue, donc les mœurs, et donc la créativité. Ce que j'avais dit donc lors de la dernière entrevue, ce que Cheikh Anta avait répondu au docteur Carlos Moore. Donc, un peuple doit survivre pour créer, n'est-ce pas? Et créer pour survivre, n'est-ce pas? Donc, le travail comme facteur. Donc, quand nous venons, n'est-ce pas, à la grande passion des jeunes de cette génération, le football, mais c'est le travail, la discipline et la solidarité. Le travail, la discipline et la solidarité, on retrouve ça dans
On retrouvait ça avant de notre temps. Nous, on retrouvait ça à l'école, dans l'armée et dans le sport. Et dans tous ces pays qui sont développés. Pour la conscience historique, lorsque je le disais, et on parlait de football, que feu Pabouba Diop, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son paradis, n'est-ce pas? Il a marqué 2 buts contre l'Uruguay. Mais c'est parce que les gens qui étaient dans notre délégation ne connaissaient pas l'histoire de l'Uruguay, ne connaissaient pas le premier grand footballeur de l'histoire de l'humanité entre 1930, en 1900 et 1930. La première Coupe du Monde en 1930 a été gagnée par l'Uruguay. C'est ce monsieur qui ressemble à un Wolof, n'est-ce pas? José Leandro Andrade, le premier grand tournoi international, n'est-ce pas, de football en 1924, les Jeux Olympiques de 1924, les Français l'ont appelé la merveille noire. Il a jonglé avec la balle de la tête du centre du terrain, n'est-ce pas? Jusqu'au 18 mètres adversaire, il a marqué un but. Et son petit frère et son neveu, n'est-ce pas? Donc Victor Rodriguez Andrade a gagné la Coupe du Monde à Maracana contre le Brésil. Le Brésil, Maracana était plein, 200 000 spectateurs. Donc l'Uruguay avait gagné déjà 2 Coupes du Monde, n'est-ce pas? Et on n'avait pas remarqué dans le camp sénégalais que lorsque nous entrions dans l'équipe d'Uruguay, alors que les Uruguayens, si nous avions eu le temps, je vous aurais montré, n'est-ce pas, un CD du médecin de la compagnie uruguayenne de télécommunications. Parce que je suis allé en Uruguay, à Montevideo. Quand je suis allé là-bas, donc j'ai une photo ici, au Musée national du football, ici, devant la photo de José Leandro Andrade, qui est considéré comme un héros. N'est-ce pas? Donc, ici, les footballeurs. Le voici là, voici sa photo géante. Enfin, sa photo géante, ici là, je suis debout devant la photo. Il est considéré comme un héros national. Mais quand les Uruguayens sont entrés, n'est-ce pas? Quand on entrait en deuxième mi-temps, on menait par 3-0. Les Sénégalais n'ont même pas remarqué que sur les 11 joueurs, il y avait 4 noirs. Il y avait Mario Regueiro, l'ailier droit. Il l'appelle là-bas El Gato, c'est son surnom, parce qu'ils aiment les surnoms. Le chat. Dario Rodriguez, Dario Moreno, ça fait 3, n'est-ce pas? Et Morales, qui ressemblait à un Wolof, c'est lui qui a réduit le score dès qu'on est rentré en deuxième mi-temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai dit donc à mes autres Uruguayens que si moi j'avais été dans la délégation, n'est-ce pas, sénégalaise, jamais vous ne seriez revenus à 3-3. J'aurais informé les gens, j'aurais dit aux gens qui vous êtes en football. Donc, un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population. Donc, même aujourd'hui en football, n'est-ce pas, le modèle, n'est-ce pas, du travail, de la discipline et de la solidarité que véhicule Sadio Mané est un modèle, n'est-ce pas, que nous devrions propager. C'est un modèle que nous devrions propager, n'est-ce pas? C'est un modèle que nous devrions propager. Même pour des choses qui apparemment n'ont rien à voir, il est sorti dans Le Quotidien, parce que je suis abonné au journal Le Quotidien il y a 2 jours, donc un article sur donc, le premier livre écrit par un footballeur, donc Mahet Diop, qui joue dans les pays du Golfe, donc écrit donc, avec l'aide de la journaliste Antafaye Diop, que je connais bien et que je salue au passage. Mais le premier livre écrit par un footballeur, c'est le conseiller du président de la République, El Hadj Malick Sy, qui est notre doyen à nous, qui est inspecteur principal des impôts, n'est-ce pas?
qui a écrit ici un livre pour un nouveau modèle économique en 2010. Et quand il a eu son bac Mathelem, le bac Mathelem dont je vous parlais, notre bac à nous, n'est-ce pas? Il l'a eu en 58. En 58, moi j'étais au cours moyen première année. Donc, voici un modèle. Voici un modèle. Voici un modèle. Et en plus, il était l'ailier droit de la seule équipe sénégalaise qui ait jamais gagné. Donc, une médaille continentale, l'équipe des Jeux de l'Amitié de 1963. Ça, je l'ai dit, donc le 4 mai 2016 au CESTI, devant lui et devant Demba Thioye et devant le président de la Fédération sénégalaise de football, à l'invitation donc de Mamadou Koumé du CESTI. Je peux vous envoyer cela par CESTI. Je peux vous envoyer cela par WhatsApp, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un historien, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, c'est deux questions. À quoi sert l'histoire? Ça s'appelle l'historicisme. À quoi sert l'histoire? Et qu'est-ce que faire l'histoire? N'est-ce pas? C'est ça qui m'intéresse. Et ces deux questions-là, je les tiens d'un des plus grands historiens africains, qui était le bras droit de Cheikh Anta Diop, donc de Théophile Obenga. Je crois que je les tiens de quelqu'un qui vraiment est un spécialiste en la matière. N'est-ce pas? Alors, je vais regarder ici si j'ai encore... Ah oui, j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Ici, donc, l'acronyme STEM. Parce que STEM, c'est un mot. C'est un mot, c'est un acronyme et un mot. C'est un mot anglais qui ne veut rien dire. C'est un mot anglais qui ne veut rien dire. Si on le traduit en français, STEM, c'est un mot anglais qui ne veut rien dire. Mais si vous regardez dans Internet, Salia et Djoum, je vous ai envoyé donc le fichier. Vous pouvez montrer le fichier. Un article que Salia et moi, nous avons publié en 2003. En 2003. En 2003. Donc 10 ans avant l'alternance de 2012. Il y a, n'est-ce pas, un projet qui s'appelle STEM. Moi, j'aurais préféré dire, n'est-ce pas, j'aurais préféré dire semi. Parce que c'est comme ça qu'on m'a formé. On m'a formé pour, je dirais, créer. Même si c'est Cultart, c'est culture, artisanat et technologie. On m'a formé, n'est-ce pas, pour créer. Donc j'aurais préféré dire semi. Semi, c'est sciences endogènes, mathématiques et ingénierie des systèmes. Sciences endogènes, mathématiques et ingénierie des systèmes. Je le dis là. Heureusement que ça va passer. J'espère que ça va passer dans WhatsApp. Et même si c'était en anglais, ce serait Science, Engineering, Mathematics and Intelligent Systems. Même si c'était en anglais. Mais donc, je pense que j'aurais aimé avoir plus souvent l'occasion en Suisse. Il y a donc 4 langues nationales.
Donc, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le romanche, donc, c'est là où il y a Davos, le forum de Davos, qui est une langue très proche donc, du roumain. Il y avait 3 langues officielles. Je dis il y avait parce que c'est quand je quittais. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, tout ce qui concerne, par exemple, la partie francophone, n'est-ce pas? C'est en français que ça se fait. Ou c'est majoritairement francophone. C'est en français que ça se fait. Tout ce qui est en allemand, c'est en allemand que ça se fait. N'est-ce pas? Et je vous ai dit, il y a 2 écoles polytechniques fédérales. Par exemple, un Suisse allemand qui doit venir enseigner à Lausanne. Il est obligé d'apprendre le français et d'enseigner en français. Donc, par exemple, ici, moi j'ai appris d'un de mes beaux-frères qui a fait 10 ans en Casamance, par exemple, que dans la région du Fogny, qui est le Diola Fogny, les gens ne parlent que le Diola et le Socé. Mais là, dans cette région-là, n'est-ce pas, les gens ne doivent travailler qu'en Diola et en Socé. Maintenant, ça c'est parce que la Suisse est un État fédéral. Voilà. Il faut que ça soit un État fédéral. Il faut donc que chaque région soit représentée. C'est ça c'est pas, ça c'est, en tout cas ça, c'est quelque chose, c'est pas la mer à boire ça. C'est pas la mer à boire ça. Parce que même si on sait que partout où on va au Sénégal, les gens comprennent le Wolof, si par exemple il y a des gens qui ne veulent quand même pas, même s'ils comprennent le Wolof, n'est-ce pas, quand ils sont dans une région pularophone, mais on n'a qu'à dire que la langue, n'est-ce pas, officielle, n'est-ce pas, là-bas, c'est le pulaar. Mais il faut qu'il y ait donc une structure fédérale, n'est-ce pas, et tous les... par exemple, moi, j'ai ici, là, si j'avais mon ordinateur près de moi, je vous aurais montré la lettre par laquelle j'ai eu ma bourse en 68. N'est-ce pas? C'était en français. Mais les 3 en-têtes étaient en français, en allemand et en italien. Les 3 en-têtes. Mais la lettre est en français. Et la Confédération suisse existe depuis 1848. Par exemple, il y a un canton qui s'appelle le Jura. Le Jura, depuis 1815, il revendiquait, dans le canton de Berne, il y avait une petite partie qui revendiquait donc le statut de francophone. Mais c'est en 1978 qu'ils l'ont eu par référendum. Donc si les gens ont vraiment la volonté, par exemple, justement, quand on prend l'exemple de la France et l'exemple de l'Espagne, par exemple, en Espagne, il y a les Catalans espagnols, n'est-ce pas, de Barcelone, qui veulent donc l'indépendance. Vous vous rappelez en Coupe du Monde 2010, quand l'Espagne a donc gagné la Coupe du Monde, Carles Puyol, n'est-ce pas, avait aussi soulevé le drapeau catalan, n'est-ce pas? Bon, il y a eu aussi, pendant un certain temps, l'ETA, donc en Pays Basque, à Bilbao et Saint-Sébastien. Mais, donc, ça c'est du côté espagnol, n'est-ce pas? Bon, maintenant ça a l'air de s'être calmé. Mais la France, depuis très longtemps, on n'entend même pas parler des Catalans français, c'est Perpignan. On n'entend pas parler des Basques français, n'est-ce pas? C'est Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, les Basques français, ce sont l'entraîneur français, là, Deschamps. On ne les entend pas parler. Et ça, en 1954, la fameuse phrase de Cheikh Anta Diop. Quand Cheikh Anta avait dit en Wolof, n'est-ce pas,
Tomboui Direku Durum Red. Il y a quelqu'un qui a voulu le contredire en disant Tomboui Watatu Durum Red. Mais Watatu, ça veut dire que ça a une dimension, un point n'a pas de dimension. Même quand on prend ça en polar, hein, Tobere Dillore, hein, Dibina Didol. Tobere Dillore, Dibina Didol. Même quand on prend ça en polar, c'est Tomboui, Direku, n'est-ce pas, Durum Red, n'est-ce pas? Il n'existe pas, cela n'existe pas encore. On n'en connaît pas en tout cas. On n'en connaît pas. Même d'ailleurs, le modèle multilingue dans lequel moi j'ai étudié et dans lequel j'ai vécu en Suisse, où il y a donc 4 langues nationales, n'est-ce pas? L'allemand, le français, l'italien et le romanche, n'est-ce pas? Qu'on parle donc, comme le romanche qu'on parle à Davos, le forum de Davos là, dans les Grisons, n'est-ce pas? Les gens enseignent, par exemple, quand un professeur est nommé, un professeur francophone est nommé à l'école polytechnique fédérale de Zurich, c'est en allemand qu'il enseigne, qu'il est obligé d'enseigner. Nous, on avait un professeur suisse-allemand, Peter Nuesch. Peter Nuesch est l'un des plus grands statisticiens du monde. Il est suisse-allemand. Quand il est venu donc, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est en français qu'il enseignait. Il a appris à enseigner en français. Donc ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ceci est tellement vrai. Ceci est tellement vrai que pourquoi dit-on les chiffres arabes? Hein? Pourquoi dit-on les chiffres arabes? Pourquoi dit-on les chiffres arabes? Le mot cifre, n'est-ce pas? Cifre qui veut dire zéro en arabe. C'est ça qui a été pris pour donner le mot chiffre. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose. Évidemment, ce n'est pas facile de le faire comme ça, d'un seul coup. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que tout le monde, jusqu'à votre génération, jusqu'à vos enfants, n'est-ce pas, est éduqué en français. Par exemple, il y a une petite école coranique juste derrière chez moi, ici, là. Quand je les entends au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, n'est-ce pas? Alors que moi, en 1958, j'avais 11 ans. Je suis rentré à l'école primaire en 1953-54, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai eu le bac à 19 ans, comme donc un de mes amis, n'est-ce pas, qui est l'oncle paternel d'un ministre de la République que je ne vais pas nommer. Mais, donc, c'est ça qu'on... Et puis nous, on a eu la chance, quand on était au cours moyen première année, d'avoir une institutrice qui nous a enseigné l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali. C'est après, quand je suis allé en Europe, que j'ai compris que cette dame-là était une dame qui avait de la sympathie pour les Africains. Elle ne nous a pas enseigné, donc, nos ancêtres, les Gaulois. Ah oui, parce qu'il y en a quand même, donc, parmi ces enseignants-là, certains qui étaient comme l'épouse donc, de Cheikh Anta Diop. Donc ça, la question des langues est une question qui est fondamentale. Mais c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Si les gens veulent contester la question de la langue, mais vous leur demandez de vous citer un exemple d'un seul pays, n'est-ce pas, qui se soit développé sans que cela soit sur la base de sa langue. D'ailleurs, quand vous prenez les pays francophones, Haïti, qui a vaincu l'armée de Napoléon en 1804, n'est-ce pas, et qui a toujours, donc, l'élite haïtienne, qui n'a pas tenu compte du fait que les 90% de la population parlent le créole, n'est-ce pas, le créole haïtien. C'est des mots français avec une syntaxe africaine. Mais Haïti est encore toujours aussi arriéré qu'en 1804.
Mais il faut leur donner l'exemple de Mohamed Ba Abba qui est dans mon livre là. Mohamed Ba Abba qui a fabriqué un frigidaire sans électricité et qui a reçu le prix de Rolex. Rolex qui est l'une des plus grandes firmes de fabrique de montres du monde. Tout le monde connaît Rolex. C'est justement parce qu'on est aliéné qu'aucun pays africain, ni l'Union africaine, offrait sans frigo. Voici Mohamed Ba Abba, invention endogène, frigo sans électricité. Prix Rolex pour son invention. N'est-ce pas? C'est parce que les gens sont aliénés que le prix, c'est Rolex qui a donné ça à Mohamed Ba Abba. Aucun pays africain. Donc ce n'est pas étonnant que ces gens-là réagissent comme ça. Si vous leur montrez ça, mais ils vont tomber des nues. Ils vont tomber des nues. Mais il faut accepter de travailler avec eux et puis leur montrer ça. Ils vont tomber des nues. Parce qu'il y a un poète français qui s'appelle Gérard de Nerval qui a dit « L'ignorance ne s'apprend pas ». Oui. Gérard de Nerval a dit que l'ignorance ne s'apprend pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, Elie Wiesel, qui est un prix Nobel israélo-américain, il a dit que le bourreau tue 2 fois. La deuxième fois par le silence. Le bourreau tue 2 fois, la deuxième fois par le silence. Par exemple, l'un des problèmes que nous avons actuellement, les métiers, n'est-ce pas? Les noms, je l'ai dit la dernière fois que j'ai été à l'histoire générale du Sénégal. Je leur ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que, donc, lorsque on parle de certains noms de famille, de beaucoup de noms de famille, à ces noms de famille-là, on accole des animaux sauvages, n'est-ce pas? Comme si on vivait à Ndoumbelane. Alors on dit Gaïndé Ndiaye, on dit Sindar Ndour, n'est-ce pas? On dit Sindar Ndour, n'est-ce pas? On dit Lexen, etc. Ils m'ont dit oui. J'ai dit mais, à partir du XIIIe siècle, du XIIe, XIIIe siècle, lorsque les enfants naissaient dans toutes les familles, n'est-ce pas? On connaissait les prénoms. Alors l'Église où les familles ont eu, n'est-ce pas, pour distinguer les enfants, n'est-ce pas, pour distinguer les enfants des familles, pour distinguer les enfants des familles. Par exemple, une famille de forgerons, n'est-ce pas? Ils leur donnaient le nom de famille de forgerons. Je leur ai dit, mais est-ce que vous vous souvenez de Helmut Schmidt, qui a été chancelier de l'Allemagne de 1974 à 1982? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais Schmidt, en allemand, veut dire forgeron. Il s'appelle Helmut Forgeron. Ses ancêtres sont forgerons. Et Schmidt, en allemand, veut dire forgeron. Et Smith, en anglais, veut dire forgeron. Et Schmidt, en alsacien, à la frontière de l'Allemagne et de la France, Schmidt veut dire en alsacien forgeron. J'ai dit, vous n'avez pas remarqué que le latéral droit, parce que moi j'aime beaucoup le football, du Paris Saint-Germain, le Belge, s'appelle Meunier, Thomas Meunier, mais parce que sa famille, c'était des meuniers. Donc, quand les gens, dans leur inconscient collectif, n'est-ce pas, ne valorisent pas la notion de métier, mais c'est parce que ça vient de loin. C'est parce que ça vient de loin. Et ça doit être dit aux gens. C'est parce que n'est-ce pas, quand les gens, dans leur inconscient collectif, n'est-ce pas,
ne valorise pas la notion de... Par exemple, il y a eu un ministre de la Défense lors de la Troisième République en 1889, le général Boulanger, qu'on avait accusé de tentative de coup d'État en France. Le général Boulanger. Mais c'est parce que dans sa famille, c'était des boulangers. Vous voyez? Donc ça ne m'étonne pas que les gens aient réagi comme ça. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que pour eux, qu'est-ce qu'un potier a jamais fait? Qui soit moderne et qui soit... Qu'est-ce qu'un potier a jamais fait? Qui soit moderne et qui soit utile. N'est-ce pas? Par exemple, quand vous leur montrez ça, que ça, c'est pour... Il n'y a rien de mieux que ça pour enseigner l'analyse combinatoire. Les algorithmes sont écrits ici, dedans. On peut les programmer, ici. Et ce sont des polytechniciens français. C'est deux Français, dont un polytechnicien. Ce sont eux qui ont trouvé ça. Ce ne sont pas des Africains. Ah oui.